Nous pouvons avoir 3 ingénieurs juniors pour ton salaire, a ricané mon jeune frère pendant la réunion. Rien de personnel, juste une réduction des coûts. J'ai rangé mes affaires en silence et je suis parti. Leurs appels désespérés ont commencé. Je m'appelle Amanda Sullivan, j'ai 38 ans et je suis l'ancienne directrice de l'ingénierie chez Sullivan Industries, l'entreprise aérospatiale de notre famille. Hier, mes parents m'ont convoqué dans leur bureau et m'ont licencié sous prétexte que j'étais trop cher, bien que j'ai généré des bénéfices records pendant 12 trimestres consécutifs. 12 années de semaines de travail de 70 heures, un mariage reporté et une loyauté indéfectible ont été balayés en une réunion de 15 minutes. Maintenant, mon père m'appelle en panique parce que l'entreprise s'effondre depuis qu'ils m'ont remplacé par mon frère incompétent, Laurence, qui serait incapable de trouver la sortie d'un sac en papier. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé. Mais avant de partager mon histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cette trahison familiale m'a blessé plus profondément que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Et si vous avez déjà été témoin du karma au travail ou de la déloyauté familiale, abonnez-vous pour rejoindre d'autres personnes qui comprennent que les liens du sang ne garantissent pas la fidélité. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Sullivan Industries n'était pas juste une entreprise pour moi. C'était mon héritage, mon avenir et, théoriquement, mon droit de naissance. Mon grand-père, Harold Sullivan, a fondé l'entreprise en 1972 avec pour seul bagage de brillants instincts d'ingénieur et un vieux garage à Détroit. Il l'a bâti à partir de rien, créant des composants aérospatiaux innovants qui sont devenus par la suite des normes de l'industrie. Durant mon enfance, les conversations au dîner portaient sur les rapports de poussée et les tests de fatigue des matériaux plutôt que sur les sujets familiaux ordinaires. J'absorbais tout comme une éponge, fasciné par le monde complexe que mon grand-père avait créé. Dès que j'ai été en âge de tenir un tournevis, mon père James m'a préparé à reprendre l'entreprise familiale. Amanda, tu as le gène de l'ingénierie des Sullivan, disait-il fièrement en me regardant démonter et remonter mes jouets avec une précision méthodique. Contrairement à mon jeune frère Laurence, plus intéressé par les jeux vidéo et les sorties, je montrais une aptitude naturelle pour les concepts mécaniques. Ma mère, Margaret, bien qu'elle ne soit pas ingénieure elle-même, encourageait mes intérêts techniques tout en poussant Laurence vers le côté relationnel des affaires. J'ai suivi la voie qui m'était tracée avec enthousiasme. Après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en tant que major de promotion, j'ai décroché mon diplôme d'ingénieur au MIT avec la mention summa cum laude. Pendant les étés, j'ai effectué des stages prestigieux chez Boeing et Lockheed Martin, où j'ai reçu plusieurs offres d'emploi avec des salaires de départ à 6 chiffres. Malgré ces opportunités lucratives, je n'ai jamais remis en question mon retour chez Sullivan Industries. Ce n'était pas seulement par devoir, je voulais sincèrement enrichir l'héritage de mon grand-père. Tu fais le bon choix, m'a assuré mon père lorsque j'ai décliné une offre particulièrement tentante de SpaceX. Un jour, tout cela sera à toi. Mes premières années chez Sullivan Industries ont été exigeantes mais gratifiantes. Malgré mes diplômes, j'ai commencé dans les ateliers de fabrication pour apprendre chaque aspect de la production. Les ingénieurs chevronnés, des hommes qui avaient travaillé aux côtés de mon grand-père, m'ont testé sans relâche. Mais j'ai gagné leur respect par ma compétence plutôt que par mon nom de famille. En 18 mois, je dirigeais déjà ma première équipe de projet. Même à cette époque, j'ai remarqué des différences troublantes dans la façon dont mes parents traitaient Laurence par rapport à moi. Alors que je travaillais 60 heures par semaine pour apprendre le métier à la base, Laurence a obtenu un poste de vente confortable dès l'obtention de son diplôme de commerce dans une université publique de niveau moyen. Ses déjeuners prolongés et ses départs anticipés fréquents n'étaient jamais évoqués lors des dîners de famille. En revanche, la moindre petite erreur de ma part devenait un sujet de discussion. L'ingénierie exige de la précision, Amanda, me sermonnait mon père, tout en ignorant le fait que Laurence venait de perdre un autre client potentiel par manque de préparation. Malgré ces 2 poids, 2 mesures, j'ai prospéré. En 3 ans, j'avais apporté 5 nouveaux clients majeurs et modernisé nos processus de production, réduisant le temps de fabrication de 30%. Mes connaissances techniques m'ont valu le respect du personnel d'ingénierie, dont beaucoup ont commencé à s'adresser à moi plutôt qu'à mon père pour lui faire part de leurs innovations et de leurs préoccupations. Mon père a remarqué ce transfert de loyauté et a réagi en m'attribuant des projets de plus en plus complexes, ce que j'ai interprété comme une marque de confiance. Le système de commande de vol Sullivan S300, mon premier grand projet de conception,
a remporté des distinctions de l'industrie et nous a ouvert les portes de contrats militaires qui étaient auparavant hors de notre portée. Ce que personne ne voyait, c'étaient les sacrifices personnels qui s'accumulaient derrière ma réussite professionnelle. J'ai annulé des vacances en Europe lorsqu'un problème de production est survenu. J'ai repoussé l'idée de faire des rencontres, me disant que j'aurais le temps pour une relation après avoir décroché le contrat avec Anderson Aerospace. Lorsque mon ami d'université m'a invité à être sa demoiselle d'honneur, j'ai assisté au mariage par appel vidéo depuis mon bureau tout en finalisant des spécifications de conception critiques. L'entreprise doit passer en premier, m'avait toujours enseigné mon père, affirmant que c'était cela que signifiait porter le nom Sullivan. Je le croyais sur parole. Après tout, mon grand-père n'avait-il pas reporté sa propre lune de miel lorsqu'un client avait besoin de lui? Ma mère ne reportait-elle pas encore son rêve de voyage pour se concentrer sur les finances de l'entreprise? L'héritage des Sullivan exigeait des sacrifices, et j'étais déterminé à m'en montrer digne. À ma 5e année, j'avais développé 3 technologies exclusives qui étaient devenues des normes de l'entreprise, établi des relations avec des fabricants aérospatiaux de premier plan et acquis la réputation d'être l'une des jeunes ingénieurs les plus brillantes du secteur. Les revues spécialisées commençaient à me mentionner comme une étoile montante. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'à chaque accomplissement, chaque innovation, chaque nouvelle relation client, je préparais le terrain pour du ressentiment plutôt que pour de la reconnaissance de la part des personnes dont je recherchais le plus l'approbation. Je me souviens du jour où j'ai surpris ma mère parler à Laurence dans la cuisine lors d'un dîner de famille. « Ne t'inquiète pas des succès techniques d'Amanda, disait-elle. Le moment venu, c'est toi qui dirigeras Sullivan Industries. Tu as les qualités relationnelles dont cette entreprise a vraiment besoin. » J'ai fait semblant de ne pas entendre, me disant qu'elle encourageait simplement Laurence dans les domaines où il excellait. Je ne pouvais pas imaginer à l'époque à quel point ces paroles anodines annonçaient la trahison à venir. Ma promotion au poste de directrice de l'ingénierie est survenue après le lancement réussi de notre système de navigation de qualité militaire en 2012. Le projet était sur le point d'échouer lorsque mon père me l'a confié à contre-cœur à la suite de la démission de notre précédent directeur de l'ingénierie. En travaillant les nuits et les week-ends pendant 3 mois consécutifs, j'ai repensé les composants critiques, sauvé les relations avec les clients et livré le système non seulement à temps, mais en dépassant les spécifications de performance. Le lendemain matin du test final réussi, mon père m'a appelé dans son bureau. Pour une fois, il semblait sincèrement impressionné. « Tu l'as mérité », a-t-il dit en faisant glisser la lettre officielle de promotion sur son bureau. Ce moment aurait dû être un triomphe, mais ces mots suivants ont tempéré ma joie, « Voyons si tu peux gérer la vraie pression maintenant. » Cette véritable pression est arrivée 6 semaines plus tard sous la forme du contrat Barrett Aerospace, une opportunité de 40 millions de dollars pour développer des systèmes de contrôle de nouvelle génération pour les avions commerciaux. C'était le plus gros contrat potentiel de l'histoire de Sullivan Industries, celui qui nous ferait passer d'un fournisseur de taille moyenne à un acteur majeur du secteur. Mon père a été clair, décrocher ce contrat relevait entièrement de ma responsabilité. « C'est ta chance de faire tes preuves », a-t-il dit. Ne déçois pas la famille. Pendant les 3 mois suivants, j'ai vécu et respiré pour la proposition Barrett. J'ai rassemblé nos ingénieurs les plus talentueux, j'ai personnel revisé chaque spécification et j'ai développé des solutions innovantes à des problèmes que le client n'avait même pas encore anticipés. Le jour de la présentation, j'ai exposé un dossier technique si complet que le directeur de la technologie de Barrett m'a confié plus tard qu'ils avaient annulé leur réunion avec 2 autres fournisseurs potentiels. Nous avons su en 20 minutes que Sullivan Industries était le seul choix possible, a-t-il déclaré. Une fois le contrat Barrett sécurisé, la transformation de Sullivan Industries a commencé. Nos effectifs sont passés de 20 ingénieurs à plus de 150 employés en 18 mois. Nous avons ouvert un 2e site, triplé notre capacité de production et investi dans des équipements de test de pointe. Le chiffre d'affaires a progressé régulièrement, passant de 2 millions par an à plus de 45 millions. Chaque réunion trimestrielle affichait une rentabilité accrue, et les publications spécialisées ont commencé à présenter Sullivan Industries comme une puissance émergente de l'aérospatiale. Au cœur de cette croissance se trouvait ma plus importante innovation, le système de contrôle d'aéronefs Sullivan S5Sense. Révolutionnaire dans sa conception, le S5Sense offrait une précision, une fiabilité et une efficacité énergétique sans précédent. J'en avais conçu l'idée lors d'un rare week-end de congé, en esquissant les premiers schémas sur des serviettes en papier dans un café. S'en sont suivis 18 mois de développement intensif, durant lesquels j'ai personnellement dirigé l'équipe d'ingénierie à travers d'innombrables itérations et phases de test.
Lorsque nous avons dévoilé le système à l'International Aerospace Expo, il a suscité un intérêt immédiat de la part des clients commerciaux et militaires. Le S500 sera l'héritage de Sullivan Industries, ai-je dit fièrement à mon père après que 3 grands fabricants eurent demandé les spécifications d'intégration le même jour. Il a hoché la tête, semblant satisfait, mais s'est contenté de dire « Voyons s'il génère réellement les revenus prévus ». Ce fut le cas, le S500 et ses dérivés ont fini par représenter 60% du chiffre d'affaires de l'entreprise. J'ai créé une division d'ingénierie dédiée uniquement au perfectionnement de cette technologie, qui est devenue notre unité commerciale la plus rentable. La reconnaissance de l'industrie a suivi. J'ai accepté des prix d'innovation au nom de l'entreprise, j'ai donné des discours d'ouverture lors de conférences d'ingénierie et j'ai fait l'objet d'un portrait dans Aviation Technologie Montly parmi les 40 étoiles montantes de moins de 40 ans du secteur. Tout au long de cette période de croissance sans précédent, ma vie personnelle est restée entièrement subordonnée aux besoins de l'entreprise. Mes semaines de travail de 70 heures étaient la norme, pas l'exception. J'ai acheté une maison modeste à 5 minutes du bureau pour minimiser le temps de trajet. Mes vacances se résumaient à des escapades le week-end qui pouvaient être annulées au moindre problème. Lorsque des amis du MIT m'ont invité à rejoindre leur start-up technologique prometteuse, j'ai refusé sans hésiter, ma loyauté envers Sullivan Industries ne faiblissant jamais. À mesure que l'entreprise prospérait, mon père s'est progressivement retiré des opérations quotidiennes, bien qu'il ait conservé son titre de PDG et n'ait jamais manqué de s'attribuer le mérite d'innovation qui était entièrement de ma création. Lors des visites de clients, il mentionnait négligemment notre philosophie de conception en discutant de fonctionnalités auxquelles il s'était initialement opposé. Lors des événements de l'industrie, il se positionnait comme le visionnaire derrière des avancées qu'il comprenait à peine lorsque je les avais proposées pour la première fois. Pendant ce temps, le rôle de Laurence dans l'entreprise restait pour le moins ambigu. Après plusieurs tentatives infructueuses pour s'imposer dans les ventes, il a reçu le titre de vice-président exécutif du développement commercial, un poste qui semblait consister principalement à emmener des clients faire des parties de golf et dîner dans des restaurants coûteux. Ses connaissances techniques restaient si limitées que le personnel d'ingénierie avait développé un code pour simplifier les concepts lorsqu'il devait participer aux discussions. Hochez simplement la tête et dites que cela semble prometteur, ai-je surpris un ingénieur dire à Laurence avant une réunion client. Amanda s'occupera des détails techniques. Malgré sa contribution minimale, Laurence excellait dans un domaine crucial, s'attirer les faveurs de nos parents. Il louait les conseils de mon père lors des dîners de famille, consultait ma mère sur des décisions commerciales qui auraient dû être d'ordre opérationnel et se positionnait comme l'enfant loyal qui faisait passer la famille avant tout. Ces manœuvres semblaient inoffensives au début. Laurence avait toujours été le charmeur de la famille, mais elle posait des bases que je n'avais pas encore décelées. Alors que Sullivan Industries approchait de son 30e anniversaire, des changements subtils mais préoccupants ont commencé à apparaître dans la dynamique de l'entreprise. Ma mère, dont l'expérience des affaires se limitait à de la comptabilité de base, s'est immiscée de plus en plus dans les décisions techniques. Mon père a commencé à m'exclure des réunions financières tout en y intégrant Laurence. Lorsque j'ai acheté ma modeste maison de 3 chambres avec mes propres économies, mes parents ont commenté qu'elle était pratique mais petite. En revanche, ils ont aidé Laurence à financer une immense demeure de 5 chambres dans le quartier le plus chic de la ville. Laurence a besoin de projeter une image de réussite auprès de nos clients, a expliqué ma mère lorsque j'ai questionné cette différence de traitement. Plus je recevais de reconnaissance de l'industrie, plus je sentais un refroidissement de la part de ma famille. Lorsqu'Aviation Technologie Montly m'a mise en couverture avec le titre « L'esprit d'ingénierie qui révolutionne l'aérospatiale », le seul commentaire de mon père a été de me demander si j'avais suffisamment mis en avant l'histoire de la fondation de Sullivan Industries. Lorsque j'ai été invité à rejoindre la prestigieuse table ronde sur l'innovation aérospatiale, la première personne de notre entreprise à y être admise, ma mère s'est demandé à voix haute si le fait d'assister aux réunions trimestrielles ne me détournerait pas de mon vrai travail. Le moment le plus révélateur est survenu lors d'un dîner de famille célébrant un trimestre record. Alors que nous trinquions au succès de l'entreprise, mon père a levé son verre à l'avenir prometteur de Sullivan Industries sous la direction de la prochaine génération. Ses yeux ne se sont pas posés sur moi, qui avait conçu les produits générant 90% de nos revenus, mais sur Laurence, qui a souri avec une confiance inattendue. Je ne décevrai pas la famille, a dit Laurence en répondant au toast. Un détail dans son ton m'a mise mal à l'aise, mais j'ai chassé cette impression. Après tout, la trajectoire de l'entreprise était incontestable, ma position semblait sûre, et mes parents reconnaissaient sûrement qui était le véritable moteur de notre réussite. Je ne pouvais pas me tromper davantage.
Le premier signe concret que les choses changeaient est apparu lorsque l'assistante de mon père a planifié une réunion stratégique trimestrielle sans m'y inclure. Lorsque j'ai mentionné cet oubli, elle a semblé mal à l'aise. Monsieur Sullivan a dit que celle-ci était réservée à la direction familiale, a-t-elle expliqué. Je fais partie de la direction familiale, ai-je répondu, perplexe. Je voulais dire votre père, votre mère et Laurence, a-t-elle précisé en évitant mon regard. J'ai confronté mon père par la suite, en essayant de garder un ton détaché. Y avait-il une raison pour laquelle je n'ai pas été incluse dans la réunion stratégique d'aujourd'hui? Il a fait un geste de balayage de la main. Juste de la planification financière, rien de lié à l'ingénierie. Laurence a besoin de mieux comprendre le côté commercial s'il doit reprendre les rênes un jour. L'expression « reprendre les rênes » est restée gravée dans mon esprit. Reprendre quoi? L'ensemble de l'entreprise. N'étais-je pas déjà en train de diriger la division la plus critique et la plus rentable? Cette exclusion est devenue une habitude. Les revues financières, les séances de planification à long terme, les réunions avec nos avocats d'affaires. Soudain, il s'agissait de questions non techniques qui ne nécessitaient pas ma présence. Pendant ce temps, Laurence a commencé à apparaître sur mon terrain de plus en plus fréquemment, posant des questions sur nos processus d'ingénierie et nos relations clients qui ressemblaient plus à de la collecte de renseignements qu'à un intérêt sincère. Lors d'un dîner de famille ce printemps-là, Laurence a mentionné négligemment une approche innovante pour le contrat-reton que j'avais développé la semaine précédente. Je pensais que nous pourrions modifier l'architecture de contrôle pour y intégrer des systèmes de secours redondants, a-t-il dit, utilisant une terminologie dont je savais qu'il ne la comprenait pas. Cela nous donnerait un avantage concurrentiel. Mon père a hoché la tête en signe d'approbation. C'est exactement le genre de pensée d'avenir dont nous avons besoin. J'ai fixé Laurence, reconnaissant mes propres mots textuels d'une réunion d'équipe à laquelle il n'avait même pas assisté. Il avait dû lire mes notes de projet ou obtenir des informations de la part de quelqu'un de mon équipe. Lorsque j'ai tenté de clarifier que cela était déjà en cours d'implémentation, ma mère m'a interrompu pour poser des questions sur le récent dîner d'affaires de Laurence. Le sabotage subtil s'est poursuivi. Lors des réunions auxquelles nous assistions tous les deux, Laurence reformulait légèrement mes recommandations comme s'il s'agissait de ses propres ajustements. Les documents que j'envoyais à mon père me revenaient avec des annotations de l'écriture de Laurence. Les réalisations techniques de ma division commençaient à apparaître dans les bulletins d'information de l'entreprise sous forme d'initiative de la direction générale, plutôt que d'être crédité à mon équipe. Puis est venue la découverte des salaires. Je ne m'étais jamais beaucoup soucié de ma rémunération, mon attention étant toujours portée sur le travail lui-même et le succès de l'entreprise. Mais lorsqu'un dossier des ressources humaines s'est retrouvé par accident parmi des documents que mon assistante m'avait apportés, j'ai découvert une réalité choquante, le salaire de Laurence était 32% plus élevé que le mien. Malgré mes responsabilités bien plus importantes et mes contributions mesurables aux résultats financiers. J'ai pris une grande inspiration et j'ai planifié une réunion avec mon père pour discuter de cet écart de manière professionnelle. Il m'a écouté avec un visage de marbre alors que je lui présentais mes contributions à l'entreprise et la reconnaissance que j'avais reçue du secteur. « Es-tu en train de dire que tu as plus de valeur que ton frère ?» a-t-il fini par demander. Je dis que ma rémunération devrait refléter mes contributions et mes responsabilités, ai-je répondu prudemment. Laurence a des relations d'affaires que tu ne vois pas, a dit mon père. Et franchement, Amanda, ta division d'ingénierie est devenue très coûteuse à faire fonctionner. Tous ces ingénieurs spécialisés que tu continues d'embaucher, l'équipement de test, les coûts de développement des prototypes. L'approche de Laurence est plus efficace sur le plan budgétaire. Je suis sorti de la réunion avec une augmentation dérisoire de 5% et un sentiment d'inquiétude grandissant. Peu de temps après, ma mère a commencé à faire des remarques sur ma vie privée lors de nos dîners du dimanche. 38 ans, ça commence à faire tard pour fonder une famille, Amanda, a-t-elle fait observer. Tout ce temps consacré au travail. Je crains que tu ne passes à côté de ce qui est vraiment important. L'ironie était douloureuse. Pendant des années, ils avaient exigé mon dévouement total à Sullivan Industries, loué mon éthique de travail et m'avaient imposé des standards qui n'avaient jamais été appliqués à Laurence. À présent, mon célibat et mon absence d'enfant étaient apparemment considérés comme un échec dans mes priorités. Les avertissements extérieurs à la famille ont commencé de manière subtile. Bernard Holton, le PDG d'une entreprise cliente clé, m'a pris à part lors d'une conférence de l'industrie. « Est-ce que tout va bien chez Sullivan ?» a-t-il demandé.
J'ai eu une conversation étrange avec ton frère la semaine dernière. Il a sous-entendu qu'une réorganisation se préparait. Lorsque j'ai insisté pour en savoir plus, Bernard a semblé mal à l'aise. Il a suggéré que je devrais peut-être établir une relation avec son équipe plutôt que de passer par moi pour les questions techniques, ajoutant que Laurence avait évoqué la possibilité que je sois affecté à un autre rôle. Une semaine plus tard, mon assistante de direction, Rachel, a posé un dossier sur mon bureau avec une expression difficile à déchiffrer. J'ai trouvé ceci dans la salle des photocopies, a-t-elle dit doucement. Je pense que tu devrais y jeter un œil. À l'intérieur se trouvaient des documents financiers qu'on ne m'avait jamais montrés, des contrats de conseil versant à mes parents des honoraires colossaux en plus de leur salaire. Des biens immobiliers achetés par l'entreprise pour leur usage personnel et, plus troublant encore, un plan de succession daté d'il y a 2 ans désignant Laurence comme l'unique futur PDG. Ce soir-là, je suis resté tard pour examiner les dossiers financiers de l'entreprise auxquels j'avais accès. Ce que j'ai découvert m'a profondément troublé. Même si l'entreprise était effectivement bénéficiaire, des sommes anormalement élevées étaient reversées à mes parents par divers canaux, dividendes spéciaux, honoraires de conseil et dépenses personnelles enregistrées comme frais professionnels. Ils ne construisaient pas l'entreprise pour l'avenir, ils en extrayaient le maximum de valeur pour eux-mêmes. La révélation suivante est venue à nouveau de Rachel, qui était devenue mes yeux et mes oreilles dans les secteurs de l'entreprise qui m'étaient désormais fermés. Ils émettent de nouvelles actions, m'a-t-elle dit. Laurence va recevoir une participation de 20% dans le capital. J'ai vérifié les registres, on ne t'a jamais attribué la moindre action. J'ai confronté mon frère directement, le trouvant seul dans la salle de conférence après les heures de bureau. Qu'est-ce qui se passe exactement ici, Laurence, ai-je exigé. Pourquoi reçois-tu des actions de l'entreprise alors que je n'ai rien? Il s'est adossé à sa chaise avec une assurance inhabituelle. Amanda, tu as toujours été la plus intelligente. Alors devine. Tu es une employée. Une employée précieuse, certes, mais seulement une employée. Cette entreprise a toujours été mon droit de naissance. Ce n'est pas ce que papa m'a toujours dit, ai-je rétorqué. Et c'est moi qui ai fait grandir cette entreprise, créer nos produits les plus performants et nous apprécions tes contributions, a-t-il interrompu avec un sourire condescendant. Mais soyons honnêtes, tu es trop cher. Le budget de ta division a triplé. Tu n'arrêtes pas d'embaucher ces ingénieurs spécialisés à des salaires exorbitants. Et tu insistes pour tous ces tests et validations hors de prix. Papa et maman ont besoin de maximiser leurs fonds de retraite, pas de tout réinvestir dans tes fantasmes d'ingénierie. Les pièces du puzzle se sont soudainement assemblées avec une clarté révoltante. Mes parents ne voyaient pas Sullivan Industries comme l'héritage multigénérationnel que mon grand-père avait envisagé, mais comme leur plan de retraite personnel. Mes innovations et mes stratégies de croissance n'avaient de valeur que dans la mesure où elles généraient un profit immédiat qui pouvait être extrait. L'investissement à long terme dans l'excellence de l'ingénierie, la philosophie même qui avait bâti l'entreprise, était désormais perçue comme une dépense inutile. La célébration du 30e anniversaire de l'entreprise est devenue la manifestation publique de la réalité privée que je découvrais. Pendant son discours, mon pays a retracé l'histoire de l'entreprise et ses récents succès. Lorsqu'il est arrivé au développement du système S500 à ma création, mon équipe, mes innombrables nuits et week-ends, il a posé sa main sur l'épaule de Laurence. La génération suivante nous emmène déjà vers de nouveaux sommets, a-t-il déclaré. La vision de Laurence pour notre gamme de produits phares a positionné Sullivan Industries comme un leader du secteur. Je suis resté figé alors que les applaudissements remplissaient la pièce. Laurence n'avait pas contribué à une seule idée pour le S5 Sense. Il ne pouvait même pas en expliquer les principes de fonctionnement de base. Pourtant, mon père réécrivait l'histoire devant toute l'entreprise et nos partenaires industriels. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La trahison était physique, un vide dans la poitrine, une gorge serrée. L'entreprise que j'avais aidé à bâtir, l'héritage que je pensais sécuriser, la famille pour laquelle j'avais tout sacrifié. Rien de tout cela n'était ce que j'avais cru. Ma loyauté s'était adressée à une fiction, à une histoire que je m'étais racontée sur la famille et l'héritage, qui n'avait jamais correspondu aux intentions réelles de mes parents. L'anxiété a commencé à affecter ma santé. J'ai développé des migraines pour la première fois de ma vie. Ma tension artérielle, habituellement basse, a augmenté. J'ai perdu 4 kilos en 2 semaines sans essayer. Chaque jour apportait de nouvelles preuves que ma position était systématiquement sapée. Pourtant, je continuais à travailler avec le même dévouement,
me disant que la qualité de mon travail finirait par être reconnue et récompensée. Puis est arrivé le lundi matin qui a tout changé. Vos parents aimeraient vous voir dans la grande salle de conférence à 9 heures, indiquait l'email apparu dans ma boîte de réception ce lundi matin. Pas d'objet, pas d'explication, envoyé par l'assistante de mon père plutôt que directement par l'un de mes parents. J'ai ressenti un calme étrange en me rendant à la réunion, comme si je me déplaçais dans l'eau. Une partie de moi savait déjà ce qui m'attendait. La salle de conférence, où j'avais présenté d'innombrables innovations et dirigé des centaines de réunions d'équipe, me semblait étrangère avec seulement mes parents assis à l'autre bout de la table. Ma mère avait ses lunettes de lecture posées sur le nez et examinait un document. Mon père tapait sur son téléphone, sans lever les yeux quand je suis entré. « Assieds-toi, Amanda », a-t-il dit, toujours concentré sur son écran. Les 15 minutes suivantes restent gravées dans ma mémoire avec une douloureuse netteté. Nous avons examiné les finances de l'entreprise, a commencé mon père, posant enfin son téléphone. Et nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant notre structure organisationnelle. Ma mère a fait glisser un document de l'autre côté de la table. Nous supprimons ton poste avec effet immédiat. J'ai fixé l'accord de rupture, les mots se brouillant légèrement sous mes yeux. Vous me virez après 12 ans? Nous préférons appeler cela une restructuration, a dit ma mère. La division d'ingénierie est devenue d'un coup insoutenable sous ta direction. Ton salaire, l'équipe spécialisée que tu as constituée, les protocoles de test sur lesquels tu insistes. Nous ne pouvons tout simplement plus justifier ces dépenses. Ces dépenses ont généré 43 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, ai-je dit d'une voix étonnamment stable. Le système S500 représente à lui seul 60% de notre activité. Le S500 est maintenant bien établi, a répliqué mon père. Nous n'avons plus besoin du même niveau de supervision technique pour maintenir la production. Laurence peut gérer les relations clients et l'orientation stratégique. Laurence ne comprend pas comment le système fonctionne, ai-je rétorqué. Il est incapable de répondre aux questions techniques, de résoudre les pannes ou de diriger les améliorations. Il comprend l'aspect financier, a répondu ma mère. Et c'est ce qui importe à ce stade. Nous avons embauché un responsable d'ingénierie externe à la moitié de ton salaire, qui pourra gérer les affaires courantes. La trahison était si complète, si calculée qu'elle m'a momentanément laissé sans voix. 12 ans de dévouement, d'innovation qui avait transformé une entreprise familiale en difficulté en un leader du secteur, de sacrifices personnels. Tout cela réduit à une ligne de dépenses que l'on pouvait supprimer pour augmenter la marge de profit de mes parents. Quand voulez-vous que je gère la transition de mes projets, ai-je finalement demandé. Mon père a regardé sa montre. Pas de transition nécessaire. Nous avons besoin que tu vides ton bureau immédiatement. Laurence a déjà été briefée sur l'état de tous les projets majeurs. J'ai des conceptions en cours, des intégrations sur mesure pour des clients, des recherches. Tout cela appartient à l'entreprise, a interrompu ma mère en poussant un autre document vers moi. Cet accord de propriété intellectuelle confirme que tout ce que tu as développé appartient à Sullivan Industries. Et cette clause de non-concurrence t'empêche de travailler pour un concurrent pendant 3 ans, a ajouté mon père en désignant un troisième document. C'est une protection standard pour nos informations exclusives. Je n'ai pas touché au papier. Vous aviez planifié cela. Depuis combien de temps? Ils ont échangé un regard qui a tout confirmé. Ce n'était pas une décision soudaine ou une nécessité financière. Tout cela avait été orchestré. Probablement depuis des mois, voire des années. Nous avons besoin que ton bureau soit libéré d'ici midi, a dit mon père, ignorant ma question. La sécurité va t'accompagner. La sécurité? Comme si j'étais une menace plutôt que la personne qui avait bâti la version moderne de Sullivan Industries. Comme si je risquais de voler quelque chose alors que j'étais la créatrice de tout ce que l'entreprise possédait de précieux. Je me suis levé, sans toujours toucher au document. Je vais devoir faire examiner cela par mon avocat. Tu as jusqu'à vendredi pour signer, a dit ma mère. Passé ce délai, l'offre d'indemnité expire. Alors que je me tournais pour partir, mon père a repris la parole. Amanda, ce sont les affaires, ce n'est rien de personnel. J'espère que tu peux le comprendre. Mais ce n'était pas des affaires. Aucune décision commerciale rationnelle ne conduirait à écarter le principal innovateur et leader technique d'une entreprise technologique au sommet de son succès. C'était profondément personnel, une trahison familiale masquée en restructuration d'entreprise.
L'agent de sécurité m'attendait effectivement devant la salle de conférence. C'était Mark Davis, qui travaillait dans l'entreprise depuis 20 ans et m'avait toujours salué avec respect. Cette fois, il ne pouvait pas croiser mon regard alors qu'il m'expliquait qu'il devait m'escorter jusqu'à mon bureau, puis vers la sortie du bâtiment. « Je suis désolé, mademoiselle Sullivan », a-t-il dit à voix basse. Ce n'est pas juste. Mon bureau, où j'avais passé plus d'heures éveillé que chez moi au cours de la dernière décennie, avait déjà été partiellement mis en carton. Mes cahiers d'ingénierie avaient disparu de leur étagère. Mes maquettes de prototypes avaient été retirées de la console. Les brevets encadrés avaient été enlevés du mur. Certains de vos objets personnels ont déjà été emballés, a expliqué Mark avec gêne. Votre frère a supervisé cela vendredi après-midi. Vendredi ? Pendant que j'étais en déplacement chez un client, ils avaient déjà commencé à effacer ma présence. J'ai regardé autour de moi ce qui restait, des photos de famille, des prix décernés par l'industrie, des livres de référence. Ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qui manquait, toute ma documentation technique, mes notes de recherche, mes ébauches de conception pour les projets en cours de développement. Même mon cahier d'ingénierie personnelle, qui contenait des idées et des concepts que j'avais explicitement identifiés comme ma propriété intellectuelle personnelle, était introuvable. Pendant que je finissais d'emballer le reste sous la surveillance embarrassée de Mark, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Rachel, « Laurence s'est installée dans ton bureau ce week-end. L'équipe d'ingénierie n'a pas été mise au courant. Tu es où ? » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Le caractère méthodique de la trahison continuait de faire son chemin en moi. Cela n'avait pas été une décision soudaine, cela avait été minutieusement planifié et exécuté pendant que je restais loyalement concentré sur la croissance de l'entreprise fondée par mon grand-père. Alors que Mark m'escortait à travers le département d'ingénierie, j'ai vu les visages choqués de mon équipe. Aucune annonce n'avait été faite. Aucune explication n'était fournie. On me faisait sortir sous bonne escorte comme une criminelle sous les yeux perplexes de mes collègues. « Amanda, qu'est-ce qui se passe ?» a lancé Michael, mon ingénieur système principal. Demandé à Laurence, ai-je répondu, continuant vers la sortie. Mark m'a accompagné jusqu'à ma voiture. Ce n'est pas correct, a-t-il répété pendant que je plaçais le carton dans mon coffre. Tout le monde sait ce que vous avez fait pour cette entreprise. Apparemment pas tout le monde, ai-je répondu. J'ai revécu ce trajet de retour des milliers de fois dans ma tête. La lumière surréaliste du soleil matinal. Ce trajet si familier qui me paraissait soudainement étranger. Le silence absolu dans ma voiture, car je ne pouvais même pas supporter d'écouter de la musique. 12 ans de ma vie, mon identité, mon but, balayé en une réunion de 15 minutes avec les personnes en qui j'avais le plus confiance au monde. Une fois chez moi, j'ai fait ce que font les ingénieurs, j'ai analysé le problème de façon méthodique. J'ai appelé une avocate spécialisée en droit du travail et en propriété intellectuelle. Je lui ai transmis les documents de licenciement et j'ai programmé une consultation pour le lendemain. J'ai dressé un inventaire détaillé de tout ce qui avait été retiré de mon bureau sans mon consentement. J'ai noté chaque innovation majeure, conception et amélioration de processus que j'avais créés durant mon parcours, en précisant celles pour lesquelles je disposais de documents en dehors des archives de l'entreprise. Ce soir-là, Rachel m'a appelé de son téléphone personnel. Ils ont dit à tout le monde que tu avais démissionné pour des raisons personnelles, m'a-t-elle appris. Laurence a tenu une réunion générale cet après-midi pour annoncer qu'il reprenait la direction des opérations d'ingénierie. Amanda, il était incapable de répondre aux questions de base sur le projet Johnson. L'équipe technique est sous le choc. Et mes cahiers d'ingénierie, ai-je demandé. Disparus. Laurence les a pris vendredi, disant qu'ils étaient la propriété de l'entreprise et qu'ils devaient être mis en sécurité. Ces cahiers ne contenaient pas seulement mon travail pour Sullivan Industries, mais aussi mes idées personnelles, des concepts développés sur mon temps libre, des innovations que j'avais spécifiquement identifiées comme ma propriété intellectuelle individuelle. Les implications juridiques étaient importantes, et mes parents comme mon frère le savaient. Le lendemain, mon avocate a confirmé ce que je soupçonnais déjà. La clause de non-concurrence était trop large et probablement inapplicable. Les revendications de propriété intellectuelle étaient abusives, et le retrait de mes cahiers personnels s'apparentait potentiellement à un vol de propriété intellectuelle. Mais contester cela signifierait s'engager dans une bataille juridique interminable contre ma propre famille, avec les ressources de l'entreprise déployées contre moi.
Il compte sur ton attachement affectif pour t'empêcher de contester cela, a-t-elle expliqué. Mais d'un point de vue juridique, ils ont commis plusieurs erreurs attaquables. Je suis resté pensif face à ces révélations, incapable de prendre une décision immédiate. La trahison était trop fraîche, trop totale pour que je puisse y voir clair. J'avais besoin de temps pour comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais aussi ce que cela signifiait pour mon avenir. Cette première semaine d'inactivité a été la période la plus sombre de ma vie. Pendant 12 ans, Sullivan Industries avait été ma raison d'être, mon identité, mon héritage familial. À présent, j'étais complètement coupé de l'entreprise, des projets que j'avais construits, de l'avenir auquel j'avais cru. J'y oscillais entre le chagrin, la colère, l'incrédulité et un profond sentiment de naïveté pour avoir accordé une confiance si absolue. D'anciens employés ont commencé à me contacter. D'abord Rachel, puis Michael et d'autres ingénieurs de mon équipe, et enfin des personnes d'autres départements. Ce qu'ils décrivaient était identique, la confusion régnait au sein de l'entreprise, Laurence était totalement dépassée lors des réunions d'ingénierie, les clients posaient des questions restées sans réponse, les problèmes de production s'accumulaient. Des collègues du secteur m'ont appelé également, exprimant leur surprise face à ma démission soudaine. Plusieurs ont mentionné avoir reçu des documents promotionnels désignant Laurence comme le visionnaire technique derrière les innovations de Sullivan. L'un d'eux m'a transféré un email affirmant qu'il avait été le principal architecte du système S5 Sense, un système qu'il avait pourtant activement critiqué pendant son développement. L'information la plus révélatrice est venue de Rachel une semaine après mon licenciement. Elle avait accédé à des documents de l'entreprise montrant que mes parents planifiaient cette transition depuis au moins 14 mois. Ils avaient fait passer des entretiens à des ingénieurs pour me remplacer, restructurer les systèmes financiers pour réduire ma visibilité et systématiquement transférer mes innovations dans le portefeuille de Laurence dans la documentation officielle de l'entreprise. Plus grave encore, ils avaient déposé des mises à jour de brevets pour mes conceptions, retirant mon nom en tant qu'inventeur principal pour le remplacer par celui de Laurence. J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà vécu une telle trahison professionnelle, en particulier de la part de membres de leur famille. Le choc d'être écarté après avoir tout donné à une entreprise peut être dévastateur. Si vous traversez une épreuve similaire, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire pour partager votre expérience, et poursuivons le récit de ce drame familial. Pendant les 3 jours qui ont suivi mon licenciement, j'ai à peine quitté ma chambre. La douleur était physique, un poids constant dans la poitrine, un nœud à l'estomac qui refusait de disparaître. J'ignorais les appels de mes amis, de mes anciens collègues et de mes contacts professionnels. Je ne supportais pas l'idée de devoir expliquer ce qui s'était passé alors que je luttais encore pour le comprendre moi-même. Le 4e jour, mon ancienne professeure du MIT et mentor, la docteure Eleanor Winters, est apparue sur le pas de ma porte. Rachel m'a appelé, a-t-elle expliqué en posant un sac de courses dans ma cuisine. Elle s'inquiète pour toi. Et moi aussi. La docteure Winters avait toujours eu cette rare capacité à dissiper le brouillard émotionnel avec une précision chirurgicale. Assise à ma table de cuisine, elle ne m'a pas offert de paroles réconfortantes ou de fausses promesses. Au lieu de cela, elle m'a posé des questions qui m'ont forcé à regarder au-delà de la douleur immédiate. Qu'est-ce que tu veux vraiment maintenant, Amanda? Pas ce que tu pensais vouloir la semaine dernière, mais là, tout de suite, avec toutes les cartes en main. La question m'a prise au dépourvu. Qu'est-ce que je voulais? Une vengeance? Une reconnaissance? Retrouver ma vie d'avant? Je veux de la reconnaissance pour mon travail, ai-je fini par dire. Je veux continuer à concevoir et à innover sans que plane sur moi l'ombre de la trahison. Je veux. Je me suis interrompu, réalisant la vérité en la formulant, je veux bâtir quelque chose qui soit vraiment à moi, où mes contributions ne pourront être ni volées ni niées. La docteure Winters a hoché la tête. Alors commençons par là. Non pas parce que tu as perdu, mais parce que tu vas créer ensuite. Cette conversation a marqué le début de ma réaction stratégique, plutôt qu'émotionnelle. Le lendemain matin, j'ai appelé Patricia Hernandez, l'avocate spécialisée en propriété intellectuelle que j'avais consultée. Je ne signerai pas leur accord de rupture, lui ai-je annoncé. Et je veux étudier les options pour protéger mes innovations. L'évaluation de Patricia a été directe mais éclairante. Sur la base des documents que vous m'avez fournis, il y a des cas évidents de vol de propriété intellectuelle et de faute professionnelle de la part de l'entreprise. La question n'est pas de savoir si vous avez un dossier solide, vous l'avez.
La question est de savoir si vous voulez passer les 2 ou 3 prochaines années de votre vie dans une bataille juridique interminable contre votre famille. Elle a détaillé mes options, une stratégie juridique offensive qui mènerait probablement à un accord financier avantageux, mais qui accaparerait mon énergie et mon temps dans un avenir prévisible. Ou une approche plus ciblée qui protégerait mes innovations personnelles majeures tout en me permettant d'avancer professionnellement. Ils s'attendent à ce que tu acceptes leurs conditions par loyauté familiale, ou à ce que tu contestes tout sous le coup de la colère, a expliqué Patricia. Une réponse ciblée et stratégique va les prendre de court. J'ai choisi la voie stratégique. Plutôt que de tout contester, je me suis concentré sur la documentation et la protection juridique d'innovations spécifiques que j'avais clairement développées en dehors de mes heures de travail. J'ai autorisé Patricia à envoyer une lettre rédigée avec précision, refusant les indemnités de départ, rejetant la clause de non-concurrence comme inapplicable et exigeant la restitution immédiate de mes cahiers d'ingénierie personnelle et de ma propriété intellectuelle. Ce n'est que la première étape, a prévenu Patricia. Attends-toi à ce qu'il fasse monter la pression avant d'envisager le moindre compromis. Pendant que la procédure juridique se mettait en place, j'ai reçu un appel inattendu de Bernard Holton, le PDG qui m'avait averti des intentions de Laurence des mois auparavant. Je viens d'avoir la réunion technique la plus déroutante avec ton frère, a-t-il dit sans préambule. Amanda, il a présenté des spécifications pour une mise à jour du système de contrôle qui violait les principes fondamentaux de la physique. Lorsque nos ingénieurs ont pointé ces incohérences, il s'est avéré incapable de fournir une réponse logique. Qu'est-ce qui se passe chez Sullivan? Ce fut le premier d'une longue série d'appels similaires de la part de clients, de fournisseurs et de partenaires commerciaux. Laurence s'efforçait de faire croire que rien n'avait changé, mais son absence totale de compétences techniques devenait flagrante à chaque échange. Pendant ce temps, un événement marquant se produisait au sein même de Sullivan Industries. 2 semaines après mon licenciement, Rachel a présenté sa démission. Le lendemain, Michael et 3 autres ingénieurs principaux de mon équipe ont fait de même. À la fin du mois, 11 membres clés du personnel technique avaient quitté l'entreprise. Personne ne veut travailler pour quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait, m'a confié Michael lors d'un déjeuner. Et personne ne fait confiance à une direction capable de se débarrasser de la personne qui a construit toute la base technique de l'entreprise. Ce départ massif a créé une opportunité inattendue. Avec un groupe d'ingénieurs expérimentés qui partageaient ma vision de l'excellence technique, j'ai commencé à envisager la création de ma propre entreprise. Ce n'était pas seulement une réponse à la trahison, mais l'occasion de bâtir une structure fidèle aux valeurs d'origine de mon grand-père, l'innovation, l'intégrité et la vision à long terme. J'ai loué un petit espace de bureau et j'ai invité les membres de mon ancienne équipe à en discuter. La réponse a été immédiate et enthousiaste. Non seulement ils croyaient au projet, mais ils se sont engagés à me rejoindre dès l'expiration de leur période de non-concurrence. En 3 semaines, j'avais rédigé le plan d'affaires de Pathway Aerospace Engineering, une société spécialisée dans les systèmes de contrôle de nouvelle génération pour les applications commerciales et de défense. Le premier appel de mon père est survenu exactement un mois après qu'il m'eut licencié. Je l'ai laissé sonner. Amanda, nous devons parler de questions techniques concernant le projet Rayton, disait son message vocal, sa voix ayant perdu de son assurance habituelle. Rappelle-moi dès que tu as ce message. Je ne l'ai pas rappelé. 3 autres appels ont suivi dans les 2 jours, chaque message devenant plus pressant. Finalement, j'ai reçu un SMS directement de Laurence, je ne comprends rien à tes notes sur les systèmes de secours du S500. Réunion client demain matin. J'ai besoin de ton aide d'urgence. J'ai transféré le message à Patricia avec un mot rapide, preuve de l'utilisation continue de ma propriété intellectuelle. Le véritable tournant s'est produit 2 jours plus tard lorsque Rachel m'a appelé pour me donner des nouvelles de Sullivan Industries. Ils ont perdu le contrat Anderson Aerospace, m'a-t-elle annoncé. Laurence s'est montrée incapable de répondre aux questions techniques lors de l'évaluation trimestrielle, et quand le client a demandé à s'entretenir avec l'équipe d'ingénierie, il n'a pu présenter personne qui avait plus de 3 semaines d'expérience sur le projet. Ils ont retiré leurs 40 millions de dollars de contrat sur le champ. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, un sentiment de revanche mêlé de tristesse pour l'entreprise que mon grand-père avait bâtie. Et la satisfaction de voir les conséquences logiques des choix de mes parents coexister avec l'inquiétude pour les employés restés sur place. Mais surtout, j'avais les idées de plus en plus claires sur la direction à prendre. Cette certitude s'est renforcée lorsque j'ai reçu un appel de Westfield Technology Partners, une société de capital risque spécialisée dans les startups de l'aérospatiale et de la défense.
Nous suivons votre travail chez Sullivan depuis des années, m'a dit l'associé gérant. Plusieurs de vos anciens clients nous ont laissé entendre que vous alliez lancer votre propre structure. Nous serions très intéressés par l'évaluation d'opportunités d'investissement. En l'espace de quelques jours, j'avais planifié des réunions avec 3 groupes d'investisseurs différents, tous désireux de soutenir une entreprise d'ingénierie dirigée par l'esprit qui se cachait derrière les produits les plus performants de Sullivan Industries. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé, cette expertise même que mes parents avaient jugée sans valeur était devenue mon plus grand atout. 6 semaines après mon licenciement, j'ai fait ma première apparition publique lors de la Conférence nationale d'ingénierie aérospatiale. J'avais hésité à m'y rendre, sachant que je serais interrogé par des collègues du secteur sur mon départ de chez Sullivan Industries, mais Patricia s'était montrée intraitable. Ce cachet donne l'impression que vous avez quelque chose à vous reprocher, m'avait-elle dit. Vous présenter avec assurance et tourner vers l'avenir vous permet de maîtriser l'histoire. Elle avait raison. Lors de la conférence, j'ai été sollicité en permanence par des confrères m'apportant leur soutien et des clients s'enquérant de mes projets. Plusieurs ont mentionné des problèmes de qualité préoccupants apparus sur les produits Sullivan depuis mon départ. Plus important encore, 2 clients majeurs m'ont pris à part pour me signifier clairement qu'ils s'adresseraient à ma nouvelle structure dès qu'elle serait opérationnelle. Le moment le plus gratifiant s'est produit lors de la présentation de Laurence sur les systèmes de contrôle de nouvelle génération, une séance à laquelle j'ai assisté incognito, installé au dernier rang. Il a buté sur des diapositives que j'avais créées des mois plus tôt, incapable de répondre aux questions techniques fondamentales du public. Lorsqu'un ingénieur de chez Boeing l'a interrogé sur les algorithmes de réponse adaptative et une fonctionnalité que j'avais personnellement conçue, la réponse de Laurence a été si confuse que plusieurs participants ont tout simplement quitté la salle. Alors que je sortais discrètement, mon téléphone a vibré, un énième appel de mon père. Cette fois, j'ai répondu. Amanda, sa voix laissait transparaître une angoisse inhabituelle. Nous devons parler de l'implémentation pour Johnson. Il y a des dysfonctionnements. Je ne travaille plus pour Sullivan Industries, ai-je répondu calmement. Tu te souviens? J'étais trop cher. C'est sérieux, Amanda. Le système présente des anomalies lors des tests. Le client menace de refuser toute la livraison. Cela semble être un problème pour ton équipe d'ingénierie, ai-je dit. Tu sais très bien que nous n'avons plus d'équipe d'ingénierie, a-t-il lâché, perdant son calme. La moitié du département a démissionné. Et les nouvelles recrues ne comprennent pas tes concepts. Mes concepts? Je n'ai pas pu m'empêcher d'insister. D'après les communications de l'entreprise, Laurence est le visionnaire technique derrière toutes les innovations de Sullivan. Je suis sûr qu'il saura résoudre ces difficultés. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Si Sullivan Industries souhaite faire appel à Pathway Aerospace Engineering en tant que consultant, vous pouvez contacter notre service commercial pour discuter de nos tarifs, ai-je ajouté. Sinon, je vous souhaite bonne chance pour résoudre vos problèmes techniques. J'ai raccroché, n'éprouvant ni triomphe ni amertume, mais simplement la satisfaction d'avoir fixé des limites claires avec des personnes qui n'avaient jamais respecté les miennes. La réaction de ma mère s'est manifestée par un autre canal. 3 jours plus tard, un ami commun de la famille m'a partagé un lien vers une publication Facebook privée dans laquelle elle décrivait comment sa fille ingrate avait abandonné l'entreprise familiale après tout ce qu'ils avaient fait pour elle. Et tentait maintenant de détruire la carrière de son frère par pure jalousie. La publication s'accompagnait de photos d'enfance de Laurence et de moi, soigneusement choisies pour le présenter sous les traits d'un frère aimant et moi sous ceux d'une enfant éternellement insatisfaite. C'était un modèle de manipulation, et cela m'aurait profondément blessé quelques semaines auparavant. Désormais, je me suis contenté de la transmettre à Patricia avec la mention « diffamation potentielle à étudier ». 2 mois après mon licenciement, Pathway Aerospace Engineering avait obtenu ses premiers financements, loué des bureaux permanents et entamé le processus d'enregistrement de mes toutes dernières innovations, des concepts imaginés mais non documentés chez Sullivan Industries. Les anciens membres de mon équipe s'apprêtaient à me rejoindre dès la fin de leur préavis ou de leur période de non-concurrence. De plus, 3 clients d'envergure s'étaient dit prêts à transférer leur contrat vers ma nouvelle structure dès qu'elle serait active. Le contraste entre mon élan et le déclin de Sullivan Industries devenait criant. Les bruits du secteur faisaient état de retard de production, de défaillance du contrôle qualité et de mécontentement de la clientèle. L'action de l'entreprise avait chuté de 23%. Laurence s'était fait remarquer par son absence lors des derniers événements professionnels, et des rumeurs de réunions de crise du conseil d'administration circulaient.
C'est alors qu'est survenu l'appel qui a tout précipité. Le plus grand client militaire de Sullivan Industries a demandé à me rencontrer d'urgence, non pas pour évoquer des contrats futurs, mais pour traiter de défaillances sur des systèmes déjà en production. Nous avons identifié des pannes critiques sur la dernière série de S500, m'a expliqué le directeur des achats. La documentation indique que vous étiez l'ingénieur principal, mais Sullivan prétend ne pas pouvoir vous consulter en raison de conflits d'intérêts commerciaux. Nous envisageons d'activer la clause de priorité de sécurité de notre contrat pour vous solliciter directement. Cette clause, courante dans les contrats de défense, permettait aux donneurs d'ordre de consulter les concepteurs d'origine, quel que soit leur statut professionnel actuel, lorsque la sécurité publique était en jeu. Y recourir représentait le pire des scénarios pour Sullivan Industries, l'aveu public de leur incapacité à garantir la fiabilité de leurs produits phares. En raccrochant, j'ai réalisé que l'entreprise fondée par mon grand-père, celle que j'avais contribué à hisser au rang de leader, faisait face à une menace existentielle. Non pas parce que j'avais cherché à me venger, mais parce que mes parents et mon frère avaient fondamentalement ignoré ce qui faisait la valeur réelle de l'entreprise. Le lendemain, mon père m'a rappelé. L'enchaînement des événements a suivi la logique implacable d'une défaillance technique, où un seul composant défectueux entraîne l'effondrement de tout le système. 2 jours après l'appel désespéré de mon père, Sullivan Industries a perdu son contrat militaire le plus important. Dans sa lettre de résiliation, le client invoquait des changements de personnel critiques ayant affecté la fiabilité des produits, une formule polie pour dire « vous avez renvoyé la seule personne qui comprenait le fonctionnement de cette technologie ». Ce contrat représentait à lui seul 30% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. La nouvelle s'est propagée dans la presse spécialisée en quelques heures. L'action de Sullivan Industries a dégringolé de 18% en une seule séance. Les analystes financiers ont commencé à douter de la viabilité de l'entreprise privée de son encadrement technique historique. Les fournisseurs ont durci leurs conditions de crédit, exigeant des règlements immédiats là où ils accordaient auparavant des délais de 60 jours. J'observais cette situation avec des sentiments mêlés. L'entreprise employait toujours des personnes de valeur, des ingénieurs, des ouvriers et du personnel administratif qui ne méritaient pas cette instabilité. Pourtant, voir les conséquences directes des décisions de mes parents m'apportait une forme de justice incontestable. Le lendemain de la chute de l'action, Laurence m'a appelé pour la première fois depuis mon départ. « C'est de ta faute », a-t-il commencé sans même me saluer. « Tu as monté nos clients militaires contre nous. » « Je n'ai pas parlé à vos clients militaires », ai-je répondu honnêtement. Ce sont eux qui m'ont contacté pour des problèmes de sécurité, et je les ai réorientés vers Sullivan Industries, conformément à la réglementation. Tu sais exactement ce que tu fais, a-t-il poursuivi, la voix légèrement pâteuse malgré l'heure matinale. Tu as toujours été jalouse parce que papa voulait que ce soit moi qui reprenne l'entreprise. Laurence, tu es en train de boire à 9 heures du matin. Le silence qui a suivi a confirmé mes doutes. Lorsqu'il a repris la parole, son ton agressif s'était transformé en détresse. Dis-moi juste comment corriger le problème de stabilisation sur le S5 Sense. L'équipe travaille jour et nuit, mais personne ne comprend la séquence d'étalonnage adaptatif. C'est parce que je l'ai conçu spécifiquement pour empêcher toute modification non autorisée, ai-je expliqué. C'est une sécurité indispensable pour un système à usage militaire. Laurence, il fonctionne exactement de la manière prévue. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment à réfléchir à la situation. Sullivan Industries s'effondrait plus vite que prévu. Alors que mon but premier était le développement de Pathway Aerospace, la situation m'offrait une opportunité et une responsabilité inattendue. L'après-midi même, j'ai réuni mes collaborateurs chez Pathway. Sullivan Industries est en train de faire faillite, leur ai-je dit sans détour. Nous devons réfléchir à ce que cela implique pour notre secteur, leurs salariés et notre développement. Michael a posé la question qui flottait dans l'air, est-ce que nous accélérons notre calendrier pour récupérer leur part de marché? J'envisage une autre approche, ai-je répondu. Nous pourrions être en mesure de racheter Sullivan plutôt que de simplement la concurrencer. Un silence s'est installé dans la pièce à mesure que chacun mesurait la portée de cette proposition. Ce rachat aurait des airs de retour des choses, la fille licenciée pour son coût trop élevé revenant acquérir l'entreprise familiale à un prix fortement décoté. Mais ma démarche n'était pas guidée par la vengeance. Je voulais préserver l'héritage de mon grand-père et protéger des salariés qui méritaient une meilleure direction. Pendant que nous étudions les différents scénarios de rachat, Pathway Aerospace poursuivait sa trajectoire ascendante. Notre premier dépôt de brevet,
portant sur un système de réseau neuronal optimisant les commandes de vol, a immédiatement retenu l'attention de l'industrie. 2 anciens clients de Sullivan ont signé des accords d'intention pour transférer leurs comptes chez nous dès que nous serions pleinement opérationnels. Plus significatif encore, 6 ingénieurs supplémentaires de chez Sullivan ont présenté leur démission pour postuler chez Pathway. Rachel, devenue ma directrice des opérations, gardait le contact avec des anciens collègues restés là-bas. Les informations qu'elle me rapportait étaient de plus en plus inquiétantes. Les défauts de contrôle qualité ont triplé, m'a-t-elle appris. Laurence a validé des modifications de production sans en évaluer la portée. Il livre des équipements non conformes pour respecter les délais des contrats, tout en sachant qu'ils tomberont en panne une fois installés. Ce n'est pas seulement de la mauvaise gestion, ai-je réagi, c'est potentiellement dangereux. La situation s'est encore compliquée lorsque mon père a été victime d'un léger malaise cardiaque, provoqué, selon des proches, par le stress lié au déclin rapide de l'entreprise. Hospitalisé pour observation, il a pu rentrer chez lui avec l'obligation de ralentir son rythme de vie. Cet événement a donné lieu à mon premier contact direct avec ma mère depuis mon départ. « Es-tu satisfaite maintenant ?» m'a-t-elle écrit par SMS. « Ton père est à l'hospitalisation à cause de ton acharnement. » J'ai préféré ignorer l'accusation, répondant simplement « Je suis rassuré d'apprendre que papa se remet. Je lui souhaite un prompt rétablissement. » Sa réponse m'est parvenue quelques heures plus tard, sur un ton nettement différent, le cardiologue dit qu'il doit cesser toute activité opérationnelle. Nous devrions nous parler. La rencontre qu'elle proposait s'est tenue dans un lieu neutre, un salon privé du country club dont mes parents étaient membres. Je suis arrivé en avance, m'attendant à des reproches ou à des tentatives de manipulation basées sur les sentiments familiaux. À la place, j'ai découvert une réalité surprenante, ma mère semblait sincèrement dépassée. L'entreprise court à sa perte, a-t-elle reconnu après des salutations formelles et tendues. Laurence ne maîtrise pas l'aspect technique. Les clients nous quittent et le conseil d'administration menace de nous retirer la gestion des opérations. C'est regrettable, ai-je répondu sobrement, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. Nous avons besoin de toi, Amanda. Ces mots semblaient lui écorcher la gorge. Ton père ne peut plus travailler à plein temps. Laurence. Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. Laurence ne supporte plus la pression. Vous m'avez licencié, lui ai-je rappelé. Vous avez laissé saisir mes notes personnelles. Vous avez soutenu Laurence lorsqu'il s'est approprié mes innovations, et maintenant vous sollicitez mon aide. Nous avons commis une erreur, a-t-elle admis, un aveu qui devait lui coûter beaucoup de sa fierté. Nous n'avions pas mesuré l'étendue de ton rôle chez Sullivan Industries. Ce constat était à la fois bienvenu et irritant par sa retenue. Il n'avait donc pas compris que la présence de l'ingénieur principal et conceptrice était indispensable au fonctionnement d'une entreprise technologique. Un tel aveuglement restait difficile à concevoir. J'ai fondé ma propre entreprise désormais, lui ai-je dit. Pathway Aerospace est ma seule priorité. Et si? Elle a marqué une hésitation. Et si nous envisagions ton retour à un poste de direction? En tant que QPDG aux côtés de Laurence. Cette offre m'aurait peut-être séduite quelques mois plus tôt, lorsque la blessure était vive et que j'espérais encore la reconnaissance de mes proches. À présent, elle me paraissait dérisoire et inadaptée. C'est impossible, ai-je répondu. En revanche, Pathway pourrait étudier le rachat de Sullivan Industries, sous réserve que l'évaluation confirme qu'il reste de la valeur à sauver. La surprise sur le visage de ma mère était saisissante. Tu veux nous racheter l'entreprise? Il s'agirait d'une opération financière, pas d'un arrangement familial, ai-je précisé. Sullivan dispose de brevets intéressants, d'outils de production et de quelques contrats clients actifs. Ces actifs pourraient s'intégrer dans la stratégie de développement de Pathway. Je l'ai laissé sur cette proposition, sachant qu'elle devrait en discuter avec mon père et le conseil d'administration. En reprenant ma voiture, j'ai mesuré le chemin parcouru. Je n'avais plus besoin du consentement ou de l'estime de mes parents. Leur entreprise n'était plus à mes yeux qu'une opportunité d'acquisition parmi d'autres. Rien de plus, rien de moins. 2 jours plus tard, mon avocate a reçu un appel du conseil juridique de Sullivan Industries pour initier des discussions préliminaires en vue d'un rachat. Le conseil d'administration avait manifestement passé outre le refus initial de mes parents, comprenant que l'offre de Pathway était leur meilleure issue alors que les autres acheteurs potentiels découvraient les faiblesses techniques de l'entreprise. Pendant ce temps, la situation de Laurence continuait de se dégrader.
Il a manqué une présentation client décisive, des rumeurs indiquant qu'il était trop alcoolisé pour y assister. Les collaborateurs restés chez Sullivan le décrivaient comme sujet à des accès de colère lors des réunions techniques lorsqu'il ne parvenait pas à suivre les débats. Plus grave encore, il avait validé des modifications sur le système S5N sans test préalable, créant des risques de sécurité qui allaient nécessiter des campagnes de rappel coûteuses. La crise a éclaté lors d'un salon professionnel à Chicago. Je devais y présenter la nouvelle architecture réseau de Pathway devant une salle comble de confrères et de donneurs d'ordre. Pendant que je me préparais en coulisses, Laurence s'est présentée, visiblement ivre malgré l'heure matinale. « Tu penses avoir gagné ?» a-t-il bafouillé alors que les agents de sécurité commençaient à s'approcher. « Tu as monté tout le monde contre moi. Tu as besoin de te faire aider, Laurence, ai-je dit doucement. Il ne s'agit pas de gagner. C'était à moi que cela devait revenir, a-t-il continué alors que la sécurité le saisissait. Papa m'avait promis que ce serait à moi. En le voyant raccompagner vers la sortie, j'ai éprouvé une tristesse inattendue. Laurence avait été la victime des faux-semblants de nos parents autant que moi, habitué dès l'enfance à l'idée de diriger une structure dont il n'avait pas les compétences, bercé d'illusions qu'il était incapable de concrétiser. L'incident s'est ébruité dans le milieu, accélérant la perte de crédit de Sullivan Industries. La semaine suivante, le cours de leur action atteignait un plus bas historique, et mon équipe d'acquisition m'indiquait que le conseil d'administration souhaitait désormais conclure la transaction le plus rapidement possible. Ultime ironie du sort, le litige sur la propriété intellectuelle que Patricia documentait patiemment devenait un argument de poids. Le rachat allait transférer l'intégralité des brevets et des droits à Pathway, rendant le débat juridique obsolète. Mes concepts allaient revenir sous ma responsabilité par le biais d'une transaction classique plutôt que d'une longue procédure. 8 semaines après que Sullivan Industries m'eut licencié sous prétexte que j'étais trop cher, je me suis installé face à leur conseil d'administration, en présence de mon père blême et de ma mère au trait figé, pour leur soumettre les conditions de rachat de Pathway. Le prix d'acquisition représentait 40% de la valeur estimée de l'entreprise au moment de mon départ. Le protocole prévoyait des clauses strictes, mes parents devaient se retirer définitivement de toute fonction de gestion, Laurence devait s'engager dans un parcours de soins pour dépendance, et l'entreprise serait réorganisée sous l'autorité de l'encadrement de Pathway. « Tu es en train de détruire l'œuvre de ton père », m'a glissé ma mère lors d'une suspension de séance. « Je préserve celle de mon grand-père », ai-je rectifié. C'est très différent. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai mesuré à quel point cette épreuve s'était transformée en une opportunité inattendue, celle de ma liberté. La liberté de ne plus mendier une reconnaissance qui ne viendrait jamais, la liberté de ne plus sacrifier ma santé pour des proches qui ne l'estimaient pas, la liberté de construire un projet en accord avec mes principes plutôt que de tenter de sauver un héritage familial dénaturé. Ce soir-là, pour la première fois depuis mon départ, j'ai dormi sans angoisse. L'entreprise que j'aimais revenait sous ma responsabilité, mais selon mes règles. Mes innovations continueraient de bénéficier au secteur. Plus important encore, j'avais pris conscience de ma propre valeur indépendamment de l'approbation de ma famille, une leçon bien plus précieuse que n'importe quelle réussite matérielle. Le week-end suivant, j'ai enfin pris une journée pour moi et accepté un dîner avec Alex Shen, un spécialiste des matériaux rencontré lors du salon de Chicago. En passant une agréable soirée à parler de tout sauf de travail, j'ai mesuré la portée de ce changement, je m'autorisais enfin à exister en dehors des limites de l'entreprise. 6 mois après mon licenciement de Sullivan Industries, je me tenais devant l'assemblée des salariés dans ce qui avait été le bureau de mon père, pour m'adresser au personnel de ce qui était désormais Pathway Sullivan Aerospace. Le rachat avait été finalisé 3 semaines plus tôt après un audit approfondi et de longues discussions. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais une renaissance, ai-je déclaré aux collaborateurs réunis. Un retour aux valeurs fondatrices qui ont fait la force de cette entreprise, la rigueur technique, l'innovation et l'intégrité. Le chemin pour y parvenir avait été plus complexe qu'une simple reprise d'actifs. En analysant les comptes et la gestion de Sullivan, nos équipes avaient découvert des dysfonctionnements plus graves que prévus, des processus de sécurité négligés pour tenir les plannings. Des anomalies financières proches de la fraude et un climat social marqué par la méfiance sous une direction familiale de plus en plus désemparée. Corriger ces dérives exigeait plus qu'un changement de nom, cela imposait une réorganisation complète. Nous avons conservé les ateliers de fabrication et la majorité du personnel de production, mais restructuré de fond en comble les services d'ingénierie et de contrôle qualité. Les anciens salariés de chez Sullivan qui avaient rejoint Pathway ont retrouvé des postes clés, apportant à nouveau leur savoir-faire sur des projets qui stagnaient depuis leur départ.
Les conditions de rachat excluaient toute intervention future de mes parents dans la gestion. Ils bénéficiaient d'un statut honorifique et d'un règlement financier valorisant leur rôle historique, sans aucune fonction opérationnelle. Laurence recevait une aide pour sa prise en charge médicale, excluant tout poste de direction. Mon père s'était d'abord opposé à ces conditions, espérant conserver un rôle de président d'honneur. Le conseil d'administration, conscient de la fragilité de la situation, l'avait contraint à y renoncer. Ma mère s'était montrée plus réaliste, mesurant sans doute la gravité de la situation ou préférant garantir leur sécurité financière plutôt que leur orgueil. L'entretien le plus délicat s'était déroulé 2 semaines avant la signature définitive, à la demande de mes parents qui souhaitaient une explication privée. J'avais accepté avec réserve, exigeant que cela se tienne dans un lieu neutre et en présence de Patricia pour m'assister. Nous nous étions retrouvés dans le bureau universitaire de la Dr Winters, un espace dénué de tout souvenir douloureux. Mes parents y étaient apparus marqués par le stress des derniers mois. Mon père, encore affaibli par son alerte cardiaque, se déplaçait avec lenteur. En constatant leur vulnérabilité, j'avais éprouvé un sentiment complexe, non pas de l'indulgence, mais une forme d'empathie retenue. Nous voulons comprendre ce qui s'est passé, avait commencé mon père après des salutations embarrassées. Comment en sommes-nous arrivés là? La question témoignait d'un tel manque de recul que j'avais manqué d'en rire. Vous m'avez licencié, lui ai-je rappelé. Vous avez minimisé mon travail, revendiqué mes innovations et choisi de confier les rênes à Laurence en dépit de son manque évident de compétences. Ce qui se produit est la suite logique de vos décisions. Nous voulions que vous ayez tous les deux votre place dans l'entreprise, a tenté de justifier ma mère. Toi sur la technique, Laurence sur le développement. C'était notre plan. Alors pourquoi m'avoir écarté des choix financiers? Pourquoi avoir attribué des parts à Laurence et rien à moi? Pourquoi l'avoir présenté comme le concepteur de nos produits alors qu'il n'en maîtrisait pas les principes? Ils ont échangé un regard où j'ai décelé, pour la première fois, une incompréhension sincère plutôt qu'une feinte. Ils ne percevaient pas la contradiction de leur choix. Laurence avait besoin d'être rassurée, a fini par admettre mon père. Tu as toujours été solide, autonome. Laurence avait besoin de plus d'accompagnement pour y arriver. La révélation était édifiante. Leur préférence n'était pas le fruit d'une malveillance calculée, mais d'une profonde injustice de perception. Ils considéraient les limites de Laurence comme une fragilité à protéger, tout en traitant mes compétences comme un acquis qui n'exigeait ni soutien ni reconnaissance. Vous m'avez donc pénalisé pour mes capacités, ai-je résumé calmement, et récompensé Laurence pour ses lacunes. Nous ne voyons pas les choses ainsi, a insisté ma mère. Nous cherchions simplement à maintenir un équilibre entre vous. En me licenciant, en retenant mes cahiers et en attribuant mes concepts à Laurence? Mon père semblait mal à l'aise. Ce licenciement était un choix budgétaire. Ta division coûtait trop cher. Ma division réalisait 70% du chiffre d'affaires, ai-je répliqué. Ce n'est pas un argument économique recevable. L'échange s'est poursuivi ainsi, mes parents se montrant incapables ou peu disposés à reconnaître la trahison fondamentale de leurs actes, se retranchant derrière des explications superficielles qui perdaient toute consistance à l'analyse. Ce fut instructif mais peu satisfaisant, révélant non pas une volonté de nuire, mais un manque de discernement de la part de personnes que j'avais cru aviser. Avant de partir, mon père a toutefois formulé une remarque qui laissait entrevoir un début de prise de conscience. Laurence n'était pas prêt, a-t-il concédé à mi-voix. Nous pensions qu'il s'adapterait avec le bon encadrement. Nous avons fait fausse route. Ce n'étaient pas des excuses, mais c'était ce qu'ils pouvaient faire de plus proche pour admettre leur erreur de jugement. La mise au point avec Laurence s'est faite différemment. 3 jours après son admission en centre de soins pour sa dépendance à l'alcool, il a demandé à me rencontrer. Malgré les réserves de Patricia, j'ai accepté de lui rendre visite. Je l'ai trouvé transformé, bien loin du frère arrogant qui s'était installé dans mon bureau avant même mon départ officiel. La sobriété et le travail thérapeutique avaient fissuré sa superbe, révélant une sensibilité que je ne lui connaissais plus depuis l'enfance. Je me suis menti pendant des années, a-t-il confié une fois installé dans le parloir du centre. Je prétendais maîtriser des sujets qui m'échappaient, je m'attribuais des réussites qui n'étaient pas les miennes, et je me croyais légitime à un poste pour lequel je n'avais pas les compétences. Pourquoi, ai-je demandé simplement. Parce que papa m'avait toujours répété que je dirigerais l'entreprise un jour. C'était ma destinée, mon droit de naissance. Mais je savais que j'étais incapable de faire ce que tu faisais.
Je n'avais pas ton génie pour concevoir ou résoudre les problèmes. Il a observé ses mains. Alors, je me suis convaincu que ces compétences n'étaient pas essentielles, que le relationnel et la stratégie commerciale comptaient bien plus. Ces aspects comptent, ai-je admis, mais pas au détriment de la maîtrise de l'activité principale. Il a hoché la tête, semblant pensif. Lorsqu'ils t'ont licencié, j'ai cru que cela me donnait raison, qu'il préférait mon profil au tien. C'était gratifiant. Puis tout s'est effondré et j'ai été incapable d'y remédier. Je ne comprenais même pas l'origine des pannes. La conversation s'est poursuivie avec une franchise désarmante. Laurence a reconnu s'être senti constamment inférieur à moi durant notre jeunesse, se réfugiant dans le relationnel et la séduction tout en nourrissant du dépit face à mes facilités d'apprentissage. Nos parents avaient accentué cette rupture, valorisant son aisance sociale tout en considérant mes aptitudes techniques comme indues. Je n'attends pas ton pardon, a-t-il conclu à la fin de notre entretien. Mais je te présente mes excuses, Amanda. Pas seulement pour ce qui s'est passé au sein de l'entreprise, mais pour toutes ces années de ressentiment et d'obstruction. Tu méritais un meilleur traitement de la part de ton frère. Cet échange, contrairement à celui avec mes parents, a ressemblé à un début d'apaisement, non pas en effaçant le passé, mais en le considérant avec honnêteté pour bâtir des bases plus saines. C'était le point de départ d'un long travail de reconstruction, mais c'était un début. La finalisation du rachat a traduit ces résolutions personnelles dans le fonctionnement de l'entreprise. Les statuts réglaient précisément les fonctions à venir. Mes parents bénéficiaient de titres honorifiques et de compensations financières reconnaissant leur rôle initial, sans aucun pouvoir de décision. Laurence se verrait proposer un poste d'exécution à l'issue de ses soins, non pas dans les services techniques, mais dans le suivi de clientèle où ses qualités relationnelles seraient utiles si elles étaient bien encadrées. Plus important encore, l'entreprise adoptait des règles de gouvernance interdisant le favoritisme et les décisions personnelles qui avaient nui à son fonctionnement par le passé. Un conseil d'administration indépendant superviserait désormais les choix stratégiques. Un plan de succession clair reposerait sur les compétences et non sur les liens familiaux. La priorité donnée à la technique, initiée par mon grand-père, redevenait le principe directeur de l'entreprise. Un an après mon licenciement, Pathway Sullivan Aerospace avait non seulement retrouvé sa stabilité, mais poursuivait son développement. Nous avions rétabli le dialogue avec la plupart des clients perdus durant la crise, signé 3 contrats importants et intégré efficacement les forces des 2 entités. La valeur de notre action avait progressé de 62% par rapport au prix d'acquisition, validant la pertinence économique de cette union. Sur le plan personnel, le changement était tout aussi marquant. Ce voyage en Europe que j'avais repoussé durant des années est devenu réalité, 3 semaines à découvrir l'Italie avec Alex, qui était devenu bien plus qu'un simple compagnon de table. J'ai instauré des limites claires à mes horaires de travail, libérant du temps pour des loisirs et des relations que j'avais auparavant négligées au profit de l'entreprise. Plus important encore, je m'étais libéré de ce besoin permanent de prouver ma valeur à des personnes qui ne la reconnaîtraient jamais pleinement. Mes parents se sont adaptés à la retraite avec les difficultés prévisibles. Mon père a eu du mal à accepter son retrait des affaires, envoyant parfois des remarques spontanées ou des critiques sur les orientations publiées dans nos communiqués. Mais nos règles de fonctionnement sont restées strictes, et avec le temps, nos rapports ont évolué vers une relation de famille presque classique, sans grande proximité, mais courtoise et parfois agréable. Laurence s'est investie sérieusement dans son parcours de soins. Il a rejoint le service de relations clientèle à un poste d'exécution, sous la responsabilité d'un cadre expérimenté lui apportant conseils et cadre de travail. Son aisance naturelle, désormais orientée vers des objectifs professionnels constructifs plutôt que vers la mise en valeur personnelle, s'est révélée utile pour renouer le dialogue avec des clients mécontents de la période précédente. Nos liens ne retrouveraient sans doute plus la simplicité d'une fratrie ordinaire, mais nous avions établi un respect mutuel constructif. 18 mois après le rachat, j'étudiais les plans d'architecture de notre futur siège social. Le bâtiment associerait les capacités industrielles historiques de Sullivan au concept de conception de Pathway. L'accueil principal abriterait un espace en hommage à mon grand-père, Harold Sullivan, non seulement en tant que fondateur, mais comme le premier concepteur dont nous réhabilitions les valeurs. Il en serait fier, a commenté Rachel en observant les plans à mes côtés. Non seulement de la structure, mais de toi, pour avoir eu la force de reconstruire ce qui avait été abîmé. En y réfléchissant, j'ai compris que ce parcours, de la déception à la reconstruction, m'avait enseigné une leçon essentielle. Un véritable héritage ne réside pas dans un nom de famille apposé sur un papier ou dans une transmission dictée par la naissance.
Il repose sur des principes qui durent au-delà des égos, la recherche de la qualité, l'intégrité et la créativité que mon grand-père avait définis et que je projetais à mon tour vers l'avenir. Cette douloureuse épreuve familiale commencée par mon licenciement avait finalement débouché sur une entreprise plus solide et pérenne. Cette séparation, qui avait semblé être une fin en soi, était devenue le moteur d'un nouveau départ, tant sur le plan professionnel que personnel. La route n'avait pas été celle que j'avais imaginée, mais elle m'avait mené vers une situation bien meilleure que mes premières perspectives. Avec le recul, je comprends maintenant que ce licenciement était en réalité le premier pas vers ma liberté, la liberté de créer selon mes principes, de poser des limites saines et de bâtir un projet fidèle à mes convictions plutôt que de m'épuiser à sauver un héritage lourd d'ambiguïté. Avez-vous déjà vécu une rupture professionnelle ou personnelle qui vous a finalement mené vers une meilleure situation? Les dynamiques des entreprises familiales sont complexes, et je serais ravi de lire vos témoignages dans les commentaires. Si ce parcours de défense de votre propre valeur face à l'entourage vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un avis et à vous abonner pour découvrir d'autres récits de reconstruction. Merci d'avoir partagé mon parcours, en espérant qu'il encourage chacun à reconnaître sa propre valeur, même lorsque ses proches s'y refusent. Rappelez-vous également de partager cette expérience avec ceux qui traversent des situations complexes en entreprise ou en famille, pour leur montrer que le succès peut parfois naître des déceptions les plus vives.